Salut tout le monde, bienvenue au Trio économique. Je vais parler tout de suite avec Vincent me vole la parole pour les 30 prochaines minutes. Je vais juste vous dire bonjour. Avec Vincent, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Ouais. Juste préciser qu'on n'était pas là la semaine passée parce que Vincent a des enfants qui vont à la garderie. Fait que, grosso modo, c'est ça. Fait que là, Pas mal ça, le résumé. Ouais, c'est ça. T'avais attrapé le choléra ou je sais pas trop quoi. Là. Fait que ouais, le scorbut, quelque chose. Le scorbut. Fait que là, tu t'es fait une bonne tisane à l'écorce de bouleau. Puis, avec de l'orange un petit peu. Là. Avec l'orange, c'est ça. C'est exactement ça. Tout est redevenu... tout est redevenu normal. Hey les gars, contrairement à d'habitude, on ne fera pas une demi-heure sur un autre sujet, mais on va commencer avec une affaire qu'on voulait parler. Chaque semaine ou presque, moi je suis les échanges entre les membres du gouvernement et de l'opposition, etc. Et ouais, ce qui nous ramène à un autre sujet dont on a déjà parlé sur quand on vous paye pour faire des choses. On endure plus de trucs que si on n'était pas payé pour le faire. À chaque fois qu'un député de l'opposition pose des questions sur l'économie ou le bilan économique de ce gouvernement-là, en l'occurrence le gouvernement de François Legault, la réponse est toujours un peu la même, à savoir que ça va super bien, le taux de chômage est le plus bas de l'histoire de l'univers, tout est bien, tout est beau, et souvent, le ministre de l'économie ou le ministre des Finances, là, accessoirement, on peut les remplacer. Pierre, salut, man. On peut tous plus ou moins les remplacer par leurs représentants qu'il y a ici. Juste sous moi. Verte. Exact. Et ce qui revient souvent, c'est « Ah, mais le Québec rattrape son écart par rapport à l'Ontario, puis presque, en fait, tu as l'impression qu'on va bientôt les dépasser. » Puis Vincent, ça t'a interpellé, cette affaire-là. Parce que c'est une vieille obsession un peu du premier ministre. Je me souviens du temps où il a commencé, pas commencé, mais son retour en politique avec la fondation de la CAQ, il revenait tout le temps là-dessus, l'écart de richesse avec l'Ontario. Fait que toi, tu te dis, c'est pas faux, mais c'est pas totalement vrai non plus, dans le sens qu'il y a une manière de voir ça où... comment je pourrais dire ça? Ben, je te laisse l'expliquer. Oui, ben en fait, c'est que quand tu entends ça, c'est un peu comme si... Parce que historiquement, c'est toujours comparé avec l'Ontario. Puis se comparer avec l'Ontario, c'était un peu évident parce que c'était la province la plus riche. Mais... au Canada, bas Canada. Au Canada. Ouais. Mais par contre, c'est que l'Ontario, depuis à peu près 20 ans, n'a pas une croissance très exceptionnelle. Donc, la question, c'est normal en économie que les provinces, les endroits plus pauvres, rattrapent les endroits plus riches sans aucune attribution très importante au savoir-faire des premiers ministres provinciaux. Tout simplement parce que le capital va se déplacer vers les endroits où les rendements sont le plus élevés. Puis généralement, c'est des endroits qui sont plus pauvres là, parce que tu peux agencer une machine mieux avec un travailleur dans cet endroit-là pour obtenir un retour supérieur. Donc, on s'attend toujours à de la convergence des places les plus pauvres vers les places les plus riches. Le retour de la moyenne. Ben, c'est à peu près ça, puis que tout le monde se met à évoluer autour du même niveau au fur et à mesure qu'il augmente. Mais la question, c'est que si l'Ontario ralentit juste parce que c'est normal, est à la limite de sa frontière de technologie, de ce qu'elle peut faire, bien, on devrait voir que le Québec aussi va aussi commencer à rattraper les autres provinces qui étaient plus riches qu'elle, dont par exemple l'Alberta ou la Colombie-Britannique. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas ça qu'on observe, c'est que le Québec ne rattrape l'Ontario que parce que l'Ontario, elle, ralentit. Mais les autres provinces du Canada ont accéléré. Par exemple, des provinces qui étaient plus pauvres que nous, comme Terre-Neuve, ont rattrapé plus vite l'Ontario que nous. Ça veut dire que leur croissance est nettement supérieure à la nôtre. On a perdu du terrain relativement à l'Alberta, mais on a aussi perdu du terrain relativement à la Saskatchewan, qui était historiquement plus pauvre que nous. Ah, mais c'est des rednecks, ça compte pas. Effectivement, ça compte pas. Ils chauffent des pick-up à ce monde-là. Donc, au final, la comparaison est vraie de dire on rattrape l'Ontario, mais tu sais, j'ai envoyé un graphique à Frank avant le truc, comme ça, les gens qui sont dans le Patreon puis dans le YouTube,
le graphique, ce qui montre, c'est le PIB par travailleur au Québec en pourcentage de l'Ontario ou de l'Alberta. Puis ça, c'est depuis 1926. Donc, tu remontes loin. C'est à peu près un siècle de données. Puis ce que tu vois, c'est que historiquement, le Québec, là, commence avec la ligne noire parce que c'est l'Ontario. Le Québec a toujours été entre 20, au pire, a été 20% plus pauvre que l'Ontario, parce que c'est ça que ça veut dire, la ligne qui est là. Quand tu es genre à 0,8, ça veut dire que tu es à peu près 20% plus pauvre que l'Ontario. On a presque rattrapé l'Ontario dans les années 70 au PIB par travailleur, mais depuis les années 70, on a évolué à peu près à la même Vive René vitesse. Lévesque et les chantiers d'Hydro-Québec. Oui, mais le gros rattrapage au Québec s'est fait entre 1945 et 1975. Il y a juste toi qui dis ça. Oui, je sais. Je suis tout seul. Moi puis les données. On est les deux qui disent ça. Moi, je vais croire mon prof d'histoire, si tu permets. C'est Jean Lesage puis René Lévesque. OK, d'accord. Mais quand on regarde, par exemple, avec l'Alberta, là, enlève le gros spike qu'il y a au début parce que ça, c'est la Grande Dépression. Puis c'est particulièrement dur sur l'Alberta, la Grande Dépression. C'est vraiment atroce là, pour eux. Mais, hey, juste pour le fun, nous situer un peu, des fois, on oublie que l'Alberta est une province jeune. oui, 1905, je pense, l'admission dans la Confédération. Ça ressemble à quoi l'Alberta au début du siècle 1900? Il n'y a pas une tonne de monde, premièrement. C'est pas très peuplé. C'est une fraction de ce qu'est le Québec. C'est à peine, je pense qu'à l'admission, c'était à peine 1% de la population du Canada, alors que le Québec dépassait le 30%. Aujourd'hui, l'Alberta, c'est 15% de la population du Canada, alors que le Québec, c'est 23, 24. Wow. Donc, non, l'Alberta, en 1970, l'Alberta sont 1,6 million de personnes. C'est ça. C'est pas une grosse province, là. Puis en 1970, c'était à peu près quoi? 15 millions de Canadiens, si je ne me trompe pas. Fait qu'il n'y a pas grand-chose là, à part des champs de blé. Là. Puis encore là, on n'est pas sûr. Oui, mais l'exploitation pétrolière en Alberta est commencée dans les années 70, mais c'est vraiment un truc qui prend son essor 60-70. Il y en avait avant, mais... Ça, c'est tout avec l'argent du Québec, hein? Oui, tout avec l'argent du Québec. Ah non, mais, c'est 100% de l'argent du Québec. Tu vois, j'ai appris mon discours du parfait petit catéchisme souverainiste. Hein? Ah, t'es très bon. Mais maintenant, mettons les péquistes de côté. Il n'y en a pas gros à mettre de côté, donc c'est pas très difficile. Bon, en général, ils sont capables de le faire eux-mêmes. Fait que c'est qui ils sont capables de se marginaliser tout seul, à ce que j'ai vu. Mais quand tu regardes la ligne, après, pour l'Alberta, mettons que tu pars des années 50, le Québec, en pourcentage de l'Alberta, diminue progressivement. Il y a des petites périodes avec des pics, mais généralement, la tendance a l'air d'être à la baisse, ce qui veut dire que le Québec ne rattrape pas les autres provinces canadiennes, notamment l'Alberta, mais aussi si j'avais fait, par exemple, Terre-Neuve, on aurait vu que Terre-Neuve était plus pauvre que le Québec. Aujourd'hui, rivalise. Saskatchewan était historiquement au début plus pauvre que le Québec. Un peu, là, les Newfies rivalise. Les Newfies nous rivalisent. Oui, écoute, je peux te sortir le chiffre. Là. En dollars de... J'ai trouvé la réponse à votre question. En 1905, il y avait 160 000 personnes en Alberta. Eh, tabarouette. Ouais, c'est pas beaucoup de monde, là. Écoute, je suis en train de regarder, là. Terre-Neuve. Fait que, tu sais, même la culture albertaine comme telle, tu sais, je veux dire, tout est récent en Alberta. Les villes, le design est récent. Il n'y a pas de vieux Québec en Alberta. Il n'y a pas le vieux Calgary ou le vieux Edmonton. C'est très récent, cette province-là, pareil. Là. PIB par travailleur, Newfoundland and Labrador, 147 000. Pour le Québec, PIB par travailleur... T'as-tu dit 147 000, c'est 47 000? 147 000. PIB par travailleur, hein, c'est important. OK, par travailleur. C'est pas par habitant, c'est par travailleur. Québec, 109 000. OK. Donc, tu t'arrêtes de donner une idée, là. C'est assez important. On s'est fait dépasser, là. En fait, on est à égalité avec le Nouveau-Brunswick présentement, alors qu'historiquement, on dépassait le Nouveau-Brunswick.
Je suis encore dans les chiffres. On est devant, pour eux, on est devant la Nouvelle-Écosse, mais on est derrière. Mais on est quand même derrière, on est devant aussi l'île du Prince-Édouard. Wow! On est meilleur que les faiseux de pousseux de patates, c'est pas pire pareil. Mais on est solide derrière la Saskatchewan, la Colombie-Britannique. En fait, historiquement aussi, on était plus ou moins à égalité souvent avec la Colombie-Britannique. Maintenant, on est loin derrière. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur du Canada, il y a une divergence qui se produit. Puis en fait, en 2016, j'avais écrit un article scientifique qui montrait que quand tu prenais le PIB per capita, donc tu enlèves les travailleurs là, pour simplifier la conversation, tu prends per capita, la convergence, donc le degré de différence entre toutes les provinces diminuait constamment de 1920 jusqu'à à peu près 1990. Mais depuis 1990, il y avait l'air d'avoir l'absence de convergence. Donc, il y avait les différences avaient arrêté de s'amoindrir. Mais quand le pétrole n'est pas une excuse parce que tu parles de Saskatchewan là-dedans. Là. Non, en effet, ça pourrait compter le gaz naturel, par contre, si c'était de mauvaise foi, puis l'uranium, puis ces affaires-là. Mais l'affaire que je soulignais dans cet article-là, c'est qu'il y a une affaire qu'il faut tenir en compte, c'est que le Québec avait historiquement des plus grandes familles et des plus grands ménages que les autres provinces. Donc, il y a un ajustement très connu en économie qui est celui qu'on ajuste pour la taille du ménage, parce que 1 $ dans un ménage de 6 personnes va plus loin que 1 $ pour une personne dans un ménage tout seul. C'est-à-dire que tu peux couvrir plus de dépenses qui ont des économies d'échelle, le chauffage, la préparation des aliments, acheter un plus grand réfrigérateur, donc doubler la taille de ton réfrigérateur. C'est pas doubler le prix. Ben, c'est ça, tu ne doubles pas le prix de ton réfrigérateur quand tu en achètes un qui est 2 fois plus grand. Mais dans l'économie moderne, ça doit être moins pertinent au niveau du Canada parce que, je veux dire, les familles doivent commencer à se ressembler beaucoup au niveau des provinces. Exactement. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu fais cet ajustement-là, tu as plus de convergence entre 1920 et 1990, mais depuis 1990, il commence à avoir un petit peu de divergence. Donc, il commence à avoir un agrandissement des différences entre les provinces. Il y a des slackers au pays. C'est qui les slackers? Les deux slackers en tant que tel. Le Québec n'est pas un slacker, c'est juste qu'il est toujours aussi... Il a arrêté de converger, donc il évolue à la même vitesse que tout le monde. Le slacker, c'est l'Ontario. Les gens ne comprennent pas ça, mais l'Ontario, avec 35-36 %, si ce n'est pas 38 que j'ai en tête, là, de la population canadienne qui est en Ontario, l'Ontario a un ralentissement très clair depuis à peu près 2 à 3 décennies, avec une croissance tépide, une croissance vraiment médiocre sur l'investissement. Puis en fait, quand tu enlèves l'Ontario du Canada, depuis à peu près 30 ans, tout a l'air incroyablement positif. En fait, je me souviens, j'avais eu un débat avec quelqu'un de l'IRIS qui disait, regarde, les conservateurs avaient baissé l'impôt sur les entreprises, puis il y a moins d'investissement au Canada. Il n'y a pas plus d'investissement au Canada. Puis j'avais dit, mais ça ne survit pas à l'analyse du fait qu'en Ontario, ils ont augmenté les taxes sur l'impôt des entreprises. Fait que si tu enlèves l'Ontario, tu regardes juste les investissements hors Ontario ou dans toutes les autres provinces, il n'y a pas eu d'augmentation de l'impôt sur les entreprises. L'investissement continue d'augmenter, mais en Ontario, c'est une flat line. Ce qui est à dire que présentement, le vrai boulet économique canadien, c'est l'Ontario. Fait que quand on dit qu'on se compare à l'Ontario, je ne m'attends pas à ce que les journalistes de la presse qui ne sont pas des économistes aient cette connaissance des faits-là. C'est même pas des journalistes. Mais juste parce qu'historiquement, je vais te laisser faire tes commentaires cheap à leur égard. Là, c'est des blogueurs. Étudiants. Il est où Joe Hamel là, quand on a besoin? Ouais, c'est ça, on va l'appeler. On devrait appeler Joe Hamel. Là, parce mais que si on prend une métaphore là, imagée pour que les gens comprennent plus, là, ceux qui ont besoin d'images, c'est comme si moi j'arrive et je dis hey les gars, on fait de la course ensemble, puis Yann, il a toujours couru plus vite que moi, mais tu vois, moi, là, je le rattrape de plus en plus. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il court sur une jambe. Ah, ça, c'est vrai, pardon.
Ouais, ça, ou sinon, ça pourrait être aussi, tu pourrais dire que tu t'es toujours comparé à Yann, mais Yann, avec le temps, a pris du poids puis il est devenu un petit gros. Mais tu sais, c'est toujours Yann. Un Là, grand gros. C'est un grand grand gros. gros. Mais là, tu sais, il court puis il court pas aussi vite. Mais tu sais. Puis toi, tu peux avoir grossi, mais moins vite que Yann. Fait que ça fait en sorte que Il n'y a pas beaucoup de fausseté dans ce que vous dites là, les gars. c'est ça, tu peux être encore plus poche qu'avant, mais Yann est devenu encore plus poche que toi, tu es devenu poche. Mais on sait que les politiciens c'est pas toujours les pogos les plus dégelés de la boîte. Là. Oh, Manon! Mais je peux-tu dire qu'on devrait avoir une carte de bingo là, pour des références comme ça? Ouais, ça devrait être bon. Attends un peu, là, je t'avais. J'en prépare une tantôt pour un effet sonore spécial. Ah, cool. Ouais. Mais toujours prêt. les gens qui sont là, ils savent que c'est de la bullshit quand le gouvernement raconte ça. Tu sais que dans le fond, oui, c'est vrai, mettons que l'écart se rattrape, mais elle se rattrape parce qu'il y en a un qui est en train de partir de reculons ou qui se fait du neutre un peu. Là. Écoute, je pense que des fois, il y a des cas de bullshit, mais celui-là, je pense pas que ce l'est. Parce que bullshit, c'est que tu sais délibérément que tu choisis une comparaison qui est mauvaise, qui est misleading, comme on dit en anglais, qui est vraiment la définition de bullshit. C'est pas un mensonge explicite. Ouais. C'est juste comme tu as pris. On a toujours fait ça. Se comparer à l'Ontario, c'est un vieux classique. C'est un vieux classique au Québec. C'est comme si tu avais un réflexe, puis ce réflexe-là, pour une raison que tu ignores, est plus aussi pertinent qu'avant. Un peu comme, je sais pas, c'est plus pertinent aujourd'hui, ça l'a été dans le passé, mais c'est plus la comparaison. Donc, je peux imaginer qu'un politicien qui voit qu'on rattrape l'Ontario alors qu'il a 70 ans, puis dans les 70 premières années de sa vie, l'Ontario, c'était la méchante province avec laquelle il fallait se comparer. Mais dans sa tête, il n'a pas changé de mindset. Par contre, ce que ça te montre, puis ça, c'est peut-être plus pertinent, c'est que la plupart des gens en politique sont des low information people. Ouais, mais la qualité d'information mais moi, mon point, est vraiment petite puis médiocre. Que eux soient des low information guys ou women, ça ne me surprend pas. Mais au nombre de staffers qu'ils ont, puis les grands médias de ce monde, au nombre de recherchistes, de chroniqueurs. On montrait une affaire un matin là, avec. C'était la dernière émission d'un animateur à Radio-Canada. Ils sont 32 là, à animer l'émission comme recherchistes. Monsieur Le Bigot. Comme à trouver du contenu. Ça. Comment ça se fait qu'il y a juste dans ce podcast-ci que les gens vont entendre ça? Normalement, les partis politiques d'opposition qui ont des recherchistes, qui ont du monde pour fouiller, ils devraient arriver avec ça et dire Monsieur le Président, ça fait 2 semaines que le premier ministre se vante qu'on rattrape l'écart avec l'Ontario. Mais ce qu'il oublie de vous dire, Monsieur le Président, c'est que l'Ontario est dans un ralentissement de sa croissance. Donc, on les rattrape parce qu'ils sont de moins en moins bons. C'est ça la vérité. C'est pas parce que nous autres, on est meilleurs. Toi, tu écoutes l'Assemblée nationale pour de vrai. Ce monde-là sont sur Twitter. Y a-t-il quelque chose de plus futile que Twitter? Ils pensent qu'ils font de la recherche sur Twitter. Ils font rien que se bitcher. Puis ils font rien que raconter toutes sortes de potins sur qui il a couché avec qui dans le Parlement. Je veux dire, c'est pas du monde vaillant, les recherchistes. Toi, tu fais de la projection. Tu es un bon recherchiste naturel. Tu penses que parce que tu es rémunéré pour faire de la recherche puis tu arrives avec des bons résultats, que eux autres, parce qu'ils sont rémunérés pour faire de la recherche, ils vont arriver à des bons résultats. Non, mais je ne fais pas de projection que je pense qu'ils sont comme ça. Bons. Je me demande pourquoi les partis politiques engagent ce type de personnes-là, dans le sens que moi mettons que j'étais chef d'un parti quelconque. La plupart des députés n'ont jamais été des employeurs eux-mêmes. Je veux écoute, à un moment donné, moi, je lui dirais, trouvez-moi de la viande. Il faut que je puisse l'attaquer, ce gouvernement-là. Je veux de la viande. Amenez-moi de la viande. Là, il n'y a pas de viande qui arrive. Mané, t'es crise dehors puis t'en prends d'autres. Oui, mais ils trouvent de la viande, mais pas la viande que tu penses. Très subtil, celle-là. Ouais. Je me suis posé la question s'il y avait une référence, mais je suis content que tu confirmes. Ouais, visiblement, il y en avait une. Non, mais la game, c'est que c'est tous des gens, la plupart, il y en a quelques-uns qui ont déjà aidé des entreprises, là, mais la plupart des gens n'ont jamais engagé personne, arrivent au Parlement, arrivent à l'Assemblée nationale, soudainement ont un budget pour engager 8 à 10 staff dans le bureau de comté puis dans l'aile parlementaire. Ils ne savent pas comment engager quelqu'un. Fait qu'on l'a déjà dit, là, ils pensent tous qu'ils doivent se trouver une belle secrétaire comme ça dans les films. Là. Mais attends une minute, il y a bien des affaires à départager. La part du staff politique n'est pas décidée par le député. Je m'excuse. Ouais, il y en a quand même pas mal. Là. Tout le staff du bureau de comté, c'est le député qui ramasse ça. Là. Moi, c'est pas ça que j'avais compris dans le temps. Il y avait beaucoup de monde que c'était le parti qui demandait que tu embauches cette personne-là. Ben, c'était pas vraiment ton choix.
Donc, il y a cet élément-là. Il faut récompenser les militants d'une manière ou d'une autre. Là. Ben, ça expliquerait les sorties de Geneviève Guilbeault sur les crises de péquistes. Vous vous rappelez, c'était à cause de ça dans le temps. Puis comment qu'elle s'appelle l'autre là, que la CAQ a fait démissionner là, parce que supposément elle faisait du harcèlement. Ben ouais, c'est ça. Elle n'était pas fine avec son staff. Fait que de ce qu'on comprend, ben là, ça, c'était peut-être un autre problème aussi. Là. Si tu t'engages du monde qui sont supposés t'épauler dans ta fonction, ben en gros, c'est du monde qui te sont imposés par le politburo. Ça expliquerait bien des affaires. Là, je pense que je comprends plus. Oh, ouais. Moi, je pense que pas mal ça, c'est plus ça. Puis non seulement ça, mais la deuxième chose, c'est que quand tu dis, tu sais, c'est peut-être pas du monde qui ont déjà embauché dans le passé. Je suis pas sûr que c'est si pertinent que ça parce que il y en a des hommes d'affaires au Parlement. Il y en a un qui est très efficace à l'Assemblée nationale comme homme d'affaires. Je suis pas sûr que c'est un qualificatif parce que... merci. Merci, Frank. Fallait que ça passe apparaisse. Mais ce qui est plus pertinent, c'est vraiment déconcentrant de le voir de la face de ce gars-là, c'est le fait que... puis ça, je pense que même si tu avais la meilleure quantité, les meilleurs recherchistes possibles, c'est la nature du jeu politique. C'est parce que tu peux attaquer l'adversaire right now. Il faut que tu attaques l'adversaire immédiatement avec des points qui sont rapides, qui sont clairs. Il n'y a pas de place à la nuance, d'une part. Mais d'autre part, nous autres, on a une seule contrainte, c'est de dire des choses qui ne sont pas fausses, qui peuvent peut-être être sujets à débat ou à interprétation. Tu peux être pas d'accord avec nous sur ce point-là ou sur l'importance de ce point-là, mais on a une seule contrainte avec laquelle gérer, c'est d'essayer de ne pas dire des faussetés. Mais eux, ils en ont plusieurs contraintes avec lesquelles composer. Ils doivent satisfaire leur coalition politique, ne pas irriter des électeurs, pas dire des choses qui sont nécessairement fausses. Mais tu essaies de jongler avec eux. Flatter leur ego, peut-être aussi, si on présume qu'ils sont plus... mais tu sais, après tout, on a déterminé que moi, j'avais un ego gigantesque là, de ce que vous dites tout le temps de moi. Fait que peut-être que ça, on a deux contraintes ici. Mais, mettons, sans trop rentrer dans le personnel. Là. Non, mais avec 5-6 balles à jongler comme ça, à un moment donné, c'est sûr que tu ne vas pas faire des choses qui sont de très haut calibre intellectuel. Puis c'est pour ça que je dis, arrêtez d'essayer d'attendre des choses de l'univers politique. Il n'est pas conçu pour faire ça. Il n'est pas conçu pour générer de la vérité. Là. Un spectacle. Non, je comprends tout ça. Puis, je ne demande pas à un député backbencher de maîtriser tous les dossiers, plante verte, puis d'arriver avec les mêmes histoires que nous autres, puis de dire, ah, regarde, j'ai lu cet excellent article, Monsieur le Président, de Vincent Geloso. Ça serait quand même drôle. Mais tu sais, je regarde, mettons, le ministre des Finances. Es-tu malade? Faut pas faire ça jamais. Tu sais, le gars, c'est écrit sur sa fiche, là, détient un baccalauréat en économie et finance de l'Université McGill et une maîtrise en économie de l'Université du Québec à Montréal. Il a été vice-président de la Banque nationale du Canada, etc. Là, on passe le CV. Christy, ce gars-là, il doit toujours bien un peu savoir de quoi tu parles. Tu sais, il doit bien croiser le logo dans le couloir et dire ouais, ça, là, il faudrait que tu arrêtes de répéter ça parce que c'est pas vrai. Oui, mais l'affaire, c'est que même s'il dit, mettons qu'il disait ça, il y a deux choses qui se passent. Tu t'attires les irritations du premier ministre, ce qui n'est jamais très positif. Et le monsieur est facilement irritable. Donc, tu ne veux pas perdre ton poste au cabinet. Ah, il y a une maladie qui s'appelle de même. De quoi? Quoi? Je m'excuse. Je la dirai pas, je ne veux pas me faire. Non, ouais, c'est ça. Yann, j'ai manqué. Ouais. À bon entendant. OK, parfait. Je vais me résumer. Mais il n'y a pas intérêt à le dire. Je veux dire, le nombre. Pense au nombre de fois, Yann, que quand tu étais en campagne. OK, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Quand tu étais en campagne pour l'ADQ, dans le temps, t'avais-tu des fois que tu as gardé ton opinion de ce que tu pensais de la plateforme électorale ou quelque chose que tu n'étais pas d'accord? Bon, ben, tu l'as fait, tu étais un candidat dans un comté qui n'avait aucune chance que l'ADQ passe en 2008. Bon. Mais il y a une différence. Tu viens de me montrer le point. Là. Quelqu'un qui sait que c'est débile ou que c'est pas. Non, j'ai pas dit des choses fausses, par contre. J'ai évité ces sujets-là. Moi, c'est ça mon point. C'est ne pas dire quelque chose ou
te ranger derrière la position du parti en disant, écoutez, c'est ce qui a été adopté par les membres ou c'est ça qui est dans le programme. C'est différent de toi-même te lever et de dire des choses que tu sais fausses. Ça, moi, j'ai un problème avec ça. Non, moi, quand il y a des lignes de parti, quand on recevait nos lignes chaque matin, quand il y a des lignes que foncièrement j'étais en désaccord, j'évitais le sujet complètement. Si j'étais capable de ne pas parler du sujet dans la journée, j'étais bien content. Oui, mais en même temps, quand tu dis faux, je pense que c'est la nature de la politique aussi. Quand tu dis quelque chose de faux de manière intense, tu détractes du reste du message. Il faut que le politicien soit capable de dire quelque chose qui est dans l'espèce de la zone grise, la zone grise entre vérité et mensonge. Tu peux dire une vérité, puis c'est pas un problème. Dans ce cas-ci, c'est vraiment Tu peux dire une bullshit comme Joe Biden qui dit, ça c'est mon exemple préféré des derniers jours, on n'a jamais réduit le déficit. La réduction du déficit cette année est la plus grosse réduction de l'histoire des États-Unis. Et techniquement, c'est vrai. Je veux dire, si tu regardes juste comme un fait absolu, 0 et 1, right? Est-ce vrai ou pas vrai? C'est vrai que c'est la plus grosse réduction du déficit. Mais 1, c'était le déficit le plus gigantesque de l'histoire qu'il y avait eu, à l'exception des 2 guerres mondiales. 2, c'était un déficit qui était largement causé parce que les revenus s'étaient contractés. La reprise économique, pendant un moment, a fait en sorte que les revenus ont réaugmenté. Et tu dis ça pour de vrai. Il a vraiment dit ça. C'est vraiment, comme Legault, il a dit un peu la même affaire. Il a dit que c'est la plus grosse relance économique en 2021 depuis je sais pas quoi, la grande. Ben oui, mais c'est normal, tu as mis toute la province en lockdown. Mais c'est vrai, mais tu vois, ça, c'est des faits. Ça, c'est la définition de bullshit. Définition de bullshit, il y a un livre là, pour les gens qui seraient vraiment intéressés, qui est petit de même, qui est super facile à lire. Ça s'appelle On Bullshit. C'est un philosophe qui a écrit ça, puis il l'a écrit pour que tout le monde comprenne. Le on bullshit, la définition subtile que c'est que tu dis quelque chose qui n'est pas fondamentalement faux à un niveau abstrait, mais que dès que tu le mets dans un contexte, c'est fait pour distraire l'attention de la personne que tu écoutes ou de l'induire dans l'impression que toi, tu veux qu'elle ait. Donc, tu ne peux pas dire une fausseté, mais tu ne peux pas dire la vérité dans tout son contexte. Ça, c'est la définition de la bullshit. Et ça, c'est la place dans laquelle les politiciens vivent le plus souvent possible parce que leur matrice de coût-bénéfice font en sorte qu'ils n'ont rien à gagner de dire des mensonges trop débiles, mais aussi dire toute la vérité souvent ne leur rapporte absolument rien et leur coûte plus cher qu'autre chose. Donc, ils évoluent dans cette zone. Ça tend à changer, j'ose espérer, dans le sens que, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, on ne pouvait pas leur remettre d'en face aussi souvent que ça les niaiseries qu'ils disaient il y a 3, puis 4, puis 5 ans. Tu sais, je veux dire, les banques d'archives de l'époque étaient détenues par les médias, étaient détenues par l'Assemblée nationale, il n'y avait pas Internet. Fait que tant aussi longtemps qu'il n'y avait pas de journalistes qui décidaient d'enquêter les dires des paroles des politiciens du passé, on ne pouvait pas contredire un peu Legault 2018 avec Legault 2022, par exemple. Là, je veux dire, n'importe quel citoyen est capable de faire ça dans son sous-sol aujourd'hui. Puis pire que ça, on peut même faire des vidéos de ça, mettre ça sur YouTube, mettre de la pub et faire de l'argent avec. Ce qui est de l'impôt négatif. Ça, c'est quand même drôle. Mais il y a quand même un truc qui vaut la peine de mentionner. Peut-être que oui, on peut le remettre d'en face, mais il y a aussi le fait qu'il y a plus de gens qui le font, donc ça devient plus difficile de faire le filtrage de quelle source vaut plus la peine. Puis je m'excuse, mais on le voit avec les médias en général. La qualité du filtrage est absolument médiocre. Là. Le nombre de fois qu'il y a des affaires qui réussissent à finir comme des debunkings par des médias, des épreuves de faits qu'ils font, puis je suis là. Je m'excuse, mais je peux te trouver un article scientifique en 10 minutes qui dit que ça, c'est comme le gars, il n'a pas tort, puis toi, tu n'as absolument pas raison, clairement. Tu as juste choisi d'interpréter quelque chose, tu n'as pas voulu mais je te parle même pas de vérification de faits ou de debunking. Là. Je te parle vraiment juste de... Tu trouves un extrait du gars, il y a 4 ans, qui dit exactement le contraire d'aujourd'hui. Okay. C'est simple. Là. Genre Bernard Drinville, là, qui a toujours été... oui, j'ai toujours été nationaliste, moi. J'ai toujours été nationaliste, puis j'ai jamais été un caribou. Mais tu sais, je comprends ce que Legault fait quand il se compare à l'Ontario, dans le sens que ça l'a toujours flatté le caribou, dans le sens du poil, de dire...
Calif, t'étais pas prêt, man. J'ai tout fait ça pour toi, là. Oh my God. Pauvre Frank. Parce que je t'avais pas vu venir. Non, mais on flatte le caribou avec cette affaire-là. Ce qu'on veut réellement, c'est montrer que, regardez, on rattrape l'Ontario parce qu'on a construit un narratif sur 30 ans que c'est avec l'Ontario qu'on doit toujours se comparer. Parce que c'était les gros méchants capitalistes du pays, c'était le haut lieu de productivité du pays. Donc, on voulait se comparer avec eux ou peut-être têter plus d'argent via la péréquation en disant qu'eux autres, ça allait bien puis nous autres, ça allait pas bien, peu importe. Mais je veux dire, là, le narratif doit changer, là, dans le sens que oui, l'Ontario est en train de se québéciser d'une certaine façon. Il faut commencer à arrêter de se En fait, c'est pas comparer à l'Ontario qui est. En fait, je devrais même être plus méchant. C'est même pas l'Ontario le problème, c'est vraiment le GTA. La plus grande barrière à la croissance au Canada Le est. GTA étant de définir. Greater Toronto Area, excuse. Good. C'est toutes les barrières sur la construction immobilière. J'arrête pas d'expliquer aux gens que la chose la plus coûteuse en termes de croissance économique, c'est les restrictions sur la construction d'unités de logement additionnelles. Parce que ce qui se passe, c'est que les villes, c'est des grands hubs de productivité. Peu importe comment tu regardes les villes, c'est toujours les endroits les plus productifs parce que les marchés du travail sont plus denses. Les gens passent moins de temps à chercher un emploi dans les villes que dans les régions. Il y a plus de capital humain, il y a plus d'agencement entre les firmes, il y a plus de connaissances qui circulent. Les villes sont des hubs de productivité. Si tu restreins l'offre de logement dans les villes, tous les gains de productivité vont être capitalisés dans le prix des logements, donc les gens qui sont déjà dans les villes. Mais l'effet que ça a, c'est que des travailleurs qui sont dans des endroits moins productifs, mais qui pourraient être 3, 4 fois, disons, j'exagère là, pour la fin de la cause, 3, 4 fois plus productifs dans la ville, n'auront pas accès à la ville. Donc, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de barrer les endroits où tu as les meilleures idées, les meilleurs capitaux, les meilleures structures, les meilleures institutions pour promouvoir de la croissance. Et tu es en train d'empêcher les travailleurs d'aller s'agencer avec ces institutions, ce capital, ces entreprises, ces connaissances. Et donc, le résultat que tu as, c'est que tu ralentis la croissance. Puis ça, là, il y a un livre qui vient de sortir, là, qui est sur ma pile de to-do, mais j'ai écouté son entrevue avec le Cato Institute par Nolan Gray. Puis ça confirme beaucoup de choses, mais il y a aussi Brian Kaplan qui travaille là-dessus avec un livre qui s'appelle Build, Baby Build, que j'aime bien gros. Fait que j'ai donné des commentaires sur son premier draft. Mais dans les villes qui ont les plus bas taux de réglementation sur la construction immobilière, sur le zonage, ont deux choses. Un, sur les dernières 20-30 ans, ils ont un ratio du prix des maisons au revenu médian des gens assez stable, donc il n'y a pas d'évolution. Si le revenu augmente de 1 %, le prix des maisons va augmenter de 1 %. Donc, il n'y a pas de changement du coût réel, du coût de la vie des maisons, pour être tout en pratique. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont la croissance économique la plus rapide. Donc, tu regardes les endroits qui ont le moins de réglementation sur le zonage, ce sont les endroits qui ont la croissance la plus rapide. Aux États-Unis, on parle presque exclusivement de la Floride, du Texas, et les endroits qui ont beaucoup de réglementation, mais qui ont peu de croissance. Ça, c'est même quand tu tiens compte du niveau de revenu, tu fais juste regarder d'où ils partaient, disons, en 1980, puis tu regardes la croissance depuis 1980, puis tu attends que les places plus riches croissent moins vite. Mais même les endroits qui étaient très riches en 1980, qui devraient avoir moins de croissance juste parce qu'ils étaient déjà très, très riches. Mais si tu étais très, très riche en 1980 et tu avais peu de réglementation sur le zonage aussi, bien, tu as cru plus vite que les autres riches, puis même que les endroits qui étaient moins riches, plus bas, mais qui étaient aussi déréglementés. Toronto, c'est de toutes les places en Amérique du Nord. Quand tu regardes les indices de réglementation, 3e ou 4e le plus réglementé. Fait que le problème de l'Ontario, c'est un problème qui est Toronto-based. Demain matin, tu as quelqu'un qui rentre à Toronto et qui déréglemente l'utilisation des terrains, puis je te garantis que demain matin, le Canada n'a plus aucune chance d'être en récession. Je te garantis. Oh, ben, j'essaie de retrouver un truc que j'ai vu cette semaine sur les villes les plus chères en Amérique du Nord, puis les 5 premières, c'était tout au Canada, sauf la première qui était New York. Ça ne me surprend pas.
En fait aussi, puis Montréal est en train d'aller dans cette direction-là. Là, c'est vraiment atroce, mais pendant longtemps, Montréal avait un des codes réglementaires les plus faibles au Canada, ce qui faisait que le résultat, c'était une croissance, que Montréal était capable d'être un moteur de croissance assez important. Puis c'est probablement ça qui a aidé le Québec à rattraper à un certain degré pendant une période relativement soutenue, alors que Toronto a ralenti l'Ontario dans son ensemble, mais avec Valérie Plante, qui est tout à fait exactement comme je m'y attendais, ben, le résultat, c'est que Montréal commence finalement à ressembler à Toronto, malheureusement. Ben, c'est assez spectaculaire. Là. Top 5 most expensive city, North American city. New York en premier. Après ça, Mississauga, Vancouver, Hamilton et Toronto. Hamilton. En fait, toutes des villes en Ontario. Ça va pas mal directement dans ton point. Ah oui. Mais check bien. Si tu regardes, là, je t'ai envoyé un graphique. Le graphique que je t'ai shooté, c'est en page 18 d'une étude du Fraser. Elle date un peu. L'étude date de 2017, je pense. Mais il y a dedans un indice de réglementation. Puis 0, c'est que tu n'es pas plus réglementé ou moins réglementé que la moyenne canadienne. Puis si tu es dans le négatif, ça veut dire que tu es une des villes qui réglemente le moins. Bien, tous les endroits, quand tu regardes dans ce graphique-là, tu vois, par exemple, il y a Montréal. Bien, Montréal avait un indice de réglementation assez bas. Relativement, par exemple, la manière de le voir, c'est que si tu es un 2, mettons, ça veut dire que tu réglementes 2 fois plus intensément que la moyenne canadienne, ce qui est assez Puis, en fait, ça veut dire 3 fois, parce que entre 0 et 1, c'est, donc tu es à 0,5, c'est que tu réglementes 50% plus, ça veut dire que 2, c'est 300% plus réglementé que la moyenne canadienne. Puis tu as Toronto, drette là dans le paquet, à peu près autour de 100% plus lourd en termes de réglementation. Montréal, à peu près la moitié de ce que le reste du Canada a en termes de réglementation. Puis tu vois que la deuxième variable, c'est la croissance du parc immobilier. Bien, les endroits qui ont le moins de réglementation relativement à la moyenne ont une plus grande croissance du parc immobilier. Ceux qui ont plus de réglementation face à la moyenne ont une plus faible croissance du parc immobilier. Puis si tu regardes, disons, les prix, si on regarde qu'est-ce qui se passe avec les prix, bien, les endroits qui ont moins de réglementation ont aussi des augmentations de prix beaucoup plus faibles. Les endroits qui ont plus de réglementation de prix ont des augmentations plus élevées. Mais Vincent, il y a personne... Economics! Il n'y a personne qui parle de ça. Tu sais, tu parles de l'Ontario qui se développe moins vite qu'ailleurs, que dans le temps plutôt. C'est directement lié, selon toi, à l'immobilier du GTA. Convaincu. J'ai pas entendu ça nulle part. Non, j'ai jamais entendu ça, moi non plus, à part qu'ici. Zéro bin bar, là. Mais c'est parce que la plupart des gens au Québec, dans les médias... Non, mais je te parle même pas du Québec. Là. Prends le Financial Post. attends. Non, Financial Post, là-dessus, il faut vraiment que je fasse une défense, là, parce que j'ai travaillé avec Terry Corcoran, là, qui est l'éditeur en chef de la section Financial Post. Lui, je pense qu'il n'y a pas une semaine où il n'essaye pas de solliciter des op-ed pour fesser sur des politiques qui ralentissent la croissance économique. Je ne serais pas surpris que si je faisais un dénombrement de toutes les fois que le Financial Post, dans les pages éditoriales, a fessé sur la crise du logement étant causée par des réglementations, je te dirais que c'est une attention que tu devrais t'attendre comme pas anormale dans le volume. C'est mon biais québécois qui fait en sorte que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas. Oui, mais par contre, il y a quand même un biais, c'est le Financial Post, qui est à l'intérieur du National Post, qui est quand même le journal des conservateurs au Canada. Mais j'ai déjà vu, par exemple, le Toronto Star parler de cette chose-là, mais dans la page d'après, défendre le contrôle des loyers. Donc, c'est pas une mais ça veut dire que si on suit ta logique, là, ça veut dire que tout ce qu'on entend au Québec là, avec le regroupement des nouveaux maires borderline socialistes là, qui veulent fermer les périmètres urbains, empêcher qu'il y ait du développement immobilier, puis là, la grosse histoire, c'est l'étalement urbain. Ben, la conséquence de ça, c'est que les prix vont exploser. Oui. Puis non seulement ça, mais juste comme économiste, je devrais dire que moi, quand j'entends des politiciens se rencontrer dans une salle là, pour collaborer ensemble,
j'entends la phrase d'Adam Smith. People of the cell trade seldom meet together, even for the purpose of merriment and diversion. But when they do, it unavoidably ends as a conspiracy against the public. Mais quand Smith disait ça, il parlait d'hommes d'affaires qui se rencontrent pour faire une guilde, faire de la collusion. Mais ça s'applique aussi à des politiciens. Quand des politiciens s'assoient ensemble, c'est pas un complot dans le sens d'un complot, mais ça finit comme... qu'est-ce qui arrivait si on s'agençait pour avoir le même taux d'imposition, puis aucun d'entre nous va faire défection de ce taux d'imposition-là? Comme ça, les contribuables vont pas s'en... C'était le FMI qui en parlait, là, un taux d'imposition minimum pour tous les pays développés ou quelque chose comme ça? Oui. En gros, le but, c'était de fasser sur l'Irlande. C'était ça le but de cette affaire-là. Une méchante cochonnerie, ça. Oui, mais l'idée, c'est que quand tu as des politiciens qui se rencontrent pour coordonner leurs activités comme ça à travers plusieurs paliers de gouvernement. Il y a un citoyen qui va se faire fourrer quelque part. Il y a quelqu'un qui s'en va parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est augmenter la rente qui vient avec le fait d'être d'avoir le monopole sur la violence, ce qu'est l'État. Grossir le Léviathan. C'est ça. Je veux dire, tu prends ta rente, tu prends ta quote-part de la nature même de ce qu'est l'État et t'enlèves, et c'est ça, puis c'est ça qui est important, c'est quand les maires, disons, c'était les pays, là, dans le cas du FMI, mais si on se rend compte pour fixer un taux d'imposition, ce qu'on est en train de faire, c'est s'enlever la contrainte qui viendrait d'avoir, nous, le meilleur comportement possible. Mais là, monsieur qui viendrait par la compétition fiscale. Monsieur le libertarien, vous en avez passé une petite vite. Là. Le gouvernement qui a le monopole de la violence. De quoi tu parles? T'as rien qu'à payer tes impôts. C'est la définition même de l'État. T'as juste à payer tes impôts. T'en auras pas de violence. Ils n'ont pas le monopole de la violence. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le Christ le dit. T'as-tu déjà vu le gouvernement frapper sur quelqu'un? De quoi tu parles? Jamais. Le monopole de la violence. Mais c'est vraiment le terme. C'est-à-dire que si, mettons, demain matin, il y a quelqu'un, puis là, pour les auditeurs, faites le thought process comme ça. Puis, je sais, pour le plupart des gens, là, c'est comme... Personne ne pense à ça. Là. Mais personne ne veut le dire comme ça. Mais demain matin, là, moi, je me promène dans votre quartier, puis ce que je fais, là, c'est que je vous dis, je vais vous fournir le service d'attaquer les gens qui menacent votre propriété. Puis je vais le faire par charité, mettons. Right? Bon, techniquement, je pourrais faire ça. Mais après, parce que j'ai acheté... vigilante. De faire un vigilante. Puis plusieurs d'entre vous diraient qu'en l'absence d'un État, c'est légitime qu'il n'y a pas de problème à ce que je fasse ça si ce que je fais, c'est vous protéger hors de mon plaisir personnel de me savoir que mes voisins sont en sécurité. Mais si, mettons, je change ce scénario-là, puis ce que je fais, c'est que je dis, tu sais, Yann, je t'ai fourni ce service-là, tu dois me payer. Tu dis, je ne t'ai pas demandé de me le fournir. Je dis, maintenant, moi, je vais te mettre en prison parce que tu ne m'écoutes pas. Au final, ce que je viens de faire, c'est d'agir comme un État. La plupart d'entre vous vont trouver ça moralement objectionnable, ce que je viens de faire. Mais la réalité, c'est que l'État, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je peux le faire, moi, dans cette situation d'anarchie, puis de créer un État, ce faisant. Mais en réalité, si je faisais ça aujourd'hui, puis que je me mettais à collecter forcément des services que vous ne vouliez pas acheter, puis après ça... C'est du racketing. Ça existe, mais c'est du racketing dans des quartiers mafieux. Mais ce que tu décris, là, c'est la création même de l'État. Quand tu lis Anatomy of the State de Murray Rothbard, c'est clairement ça qu'il décrit dedans. La création de l'État, c'est comme ça que ça s'est passé. Tu es en train de dire que l'État, c'est un peu comme une mafia? Non, mais ça, il faudrait arrêter de dire ça parce que dans la mafia, il y a un code d'honneur. Fait que je trouve que c'est vraiment chiant d'associer d'abord, la mafia s'en prend pas aux enfants, premièrement. Ça, c'est pas vrai. Je vais arrêter. Non, c'est pas vrai. C'est un trait d'humour. Pour reformuler un peu ce que tu dis dans d'autres termes qui sont peut-être plus familiers aux auditeurs, c'est ce qu'on nous apprenait ce qu'on vous apprend quand vous allez au cégep, le fameux contrat social. Ah ouais, c'est quand que tu l'as signé, toi, ton contrat social? Mais c'est ça. Je ne l'ai toujours pas trouvé, je pense. Je pense que je l'ai perdu. Mais ce que Vincent raconte, ça a été rationalisé historiquement. Nos choix de société. Des auteurs anglais comme Hobbes disaient que dans l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme, tout le monde se tape dessus. Maintenant, les humains conviennent que la violence est déléguée, le pouvoir de répression est délégué au Léviathan. C'est pas pour rien qu'on utilise cette formule-là.
Puis ben, c'est le Léviathan qui est chargé de faire la répression et non pas chacun pour soi, parce que ça, c'est la guerre de tous contre tous. Bon, mais c'est exactement ce que en fait, ce que tu viens de dire, c'est quand même l'explication classique d'à peu près tout le monde dans les idées comme telles. Là. Mais ça ne veut pas dire que c'est moral et que c'est bien en soi. Oui, mais ça, c'est la partie que les gens oublient. Parce que le problème, c'est ça, les gens, quand tu as la version Hobbes qui dit il faut un Léviathan pour nous protéger de l'état de nature. Mais le problème, c'est qui garde le gardien? Parce que si sa job, c'est être le gardien, who guards the guardians? Parce que lui, là, on vient de se donner ce pouvoir-là. Qu'est-ce qui le contraint? Qu'est-ce qui l'empêche d'en abuser? L'exercice de la démocratie libérale, quand je parle tout le temps des contraintes, c'est de dire il faut que tu fasses en sorte qu'il existe des règles du jeu, formelles, informelles, de jurés et de facto, qui font en sorte que celui qui est le gardien agit vraiment comme un gardien. Ben, c'est pour ça que le garde, dans le fond. C'est le gardien, garde le gardien, qui garde le premier gardien. Mais aujourd'hui, ça nous paraît un peu ridicule, mais à l'époque, les théoriciens de la monarchie, là, eux disaient que ce gardien-là du Léviathan, c'est God, c'est Dieu. Parce que tant et aussi longtemps que tu vis dans un univers religieux, aujourd'hui, on roule des yeux pour faire c'est quoi cette affaire-là, mais dans le temps, il était persuadé que le bon roi pieux, lui, il a intérêt à bien se comporter parce qu'il est persuadé qu'il va finir en enfer s'il se comporte mal. C'est une forme de comment je pourrais dire ça? C'est une forme de contrôle, de régulation qui est. Puis toute la fonction sociale de la religion, en gros, c'est ça. Puis ça, il y a plusieurs trucs qui ont été écrits là-dessus. La religion est de l'autorégulation. Oui, mais carrément. Puis c'est pour ça que le système monarchique, avec le roi tout-puissant qui est en haut, il ne fonctionne pas sans comment je pourrais dire ça, sans le sentiment religieux qui amène sur le monarque une peur. Parce que si tu dis non, finalement, je n'ai pas besoin de me comporter bien parce que Dieu, finalement, c'est pas vrai. On me mentit. C'est vraiment moi le vrai boss. Non, le boss, il est en haut. Juste pour s'il y a des trolls de sortons les poubelles puis tout ça qui sont là, Frank n'est pas en train de dire qu'il voudrait qu'il y ait un roi absolu qui gouverne sur nous. Il explique ce que des gens disaient avant. C'est un podcast souverainiste ici. Je le sais que c'est dur pour des gens de sortons les poubelles de comprendre des idées complexes, des paraphrases, des citations et des explications. Mais, ceci dit, merci de le préciser. Je ne pensais pas que j'étais obligé de mentionner que c'était pas vraiment un plaidoyer monarchiste. Je pensais que c'était de l'acquis pour tout le monde, ça. Là. Oui, mais c'est parce que c'est sérieusement, là, je regarde les scandales qu'il y a en général dernièrement, puis je me dis, il faut toujours que je dise quand, des fois, tu sais, j'embarque dans une conversation comme nous, on a, qui est un peu à bâton rompu. C'est fréquent qu'il y a des gens qui disent, t'es-tu en train de dire ça, pas vrai? Non, je suis en train d'expliquer ce que le gars, il dit, juste pour qu'on comprenne de quoi on parle exactement. En tout cas, mais sur l'aspect, par exemple, de c'est quoi une contrainte, ça marche des fois, les croyances. Il y en a, si les gens croient quelque chose, puis tu crois qu'il y a une rétribution après la vie, ça peut être une forme de contrainte. La question, c'est, puis quand je dis des fois quand je disais tantôt des contraintes officielles, formelles, informelles, de facto, déjurées, c'est que n'importe quoi qui fonctionne, tu devrais l'utiliser. N'importe quoi que tu trouves qui contraint le comportement du politicien, utilise-le. Oui, les croyances. Les croyances ont un impact beaucoup plus grand sur les comportements que les gens ils veulent bien se le dire, puisque nous, on s'est fait à croire qu'on était rendu laïque et athée. Et tu sais, je veux dire, est-ce que quelqu'un fait le ramadan s'il est athée? Peut-être de manière culturelle pour faire comme les autres, là, mais il y a fort à parier qu'il ne le fait pas. On est athée aujourd'hui au nom du Père Mario et du Fils Richard et de la Vierge Sainte Sophie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, LCN, bénissez-nous Seigneur. Écoute, mais tout ce que tu devrais vouloir, en fait, la chose, juste pour passer par-dessus celle-là, la chose qui est la plus claire, c'est quand un politicien te parle qu'il y a besoin, quand il a besoin que tu lui enlèves ses chaînes, tu ne devrais pas l'écouter. Quand je disais là, les maires qui se rencontrent pour se parler puis coordonner leurs actions, moi, ce que j'entends, c'est qu'ils veulent réduire des choses qui créent de la compétition entre eux. Donc, ils veulent qu'on leur donne le pouvoir de se libérer de leur chaîne. Mais ce qui fait d'eux des gardiens, c'est qu'on les a enchaînés
dans un périmètre qui fait que la chaîne couvre la zone dans laquelle on peut être très d'accord ou du moins largement en accord que l'État est nécessaire dans cette sphère-là d'existence et qu'au-delà de ça, si on lui donne le pouvoir d'aller peut-être qu'il peut faire du bien, mais il peut faire aussi énormément de mal. J'ai vraiment besoin de l'état d'urgence sanitaire pour maintenir les primes des infirmières et les contrats gré à gré qu'il y en a eu pour 17 milliards à peu près. J'ai tellement hâte de voir le suivi de cette affaire-là. Mais ça, tu vois, c'est un bon exemple, Yann, de comment la moindre petite brèche dans un système démocratique. Une brèche, 17 milliards. Une brèche, il y a quelqu'un. Qu'est-ce la première affaire que le politicien va faire, c'est ici, il y a une petite craque. Qu'est-ce que je fais? Je rentre mes 2 mains dedans, puis j'élargis. Il ne rentre pas toujours ses mains. Non, pas toujours. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait le moins possible. Idéalement pas, mais réalistiquement le moins possible de ça, parce que même l'humain le plus bien intentionné, on le voit souvent avec les... En fait, c'est toute l'histoire du socialisme. C'est, au début, on est bien intentionné, il faut lutter pour la classe ouvrière, les pauvres, puis ça finit avec des goulags, puis des pogroms, puis des purges. Mais parce que l'humain est l'humain. Le pouvoir attire, le pouvoir corrompt. Puis si tu permets aux gens, c'est pas des questions. Souvent, les gens font la gaffe de ça, à croire qu'un tel, c'est une mauvaise personne. On le voit souvent même dans les commentaires. Mais c'est parce qu'il est ci, puis il est ça. Non, il est pas mieux ou pas pire qu'un autre. Il utilise juste les incitatifs qui sont à sa portée. Dr House a toujours eu raison. Les gens mentent. Shit, oui. Je suis tellement content de cette citation-là. Mais. Il était-tu cool, Dr House, pareil? Écoute. Mais là, je cherche une quote parce que il y a une quote vraiment qui je veux l'avoir exact. Every socialist is a disguised dictator. Ludwig von Mises. Puis j'ai toujours été d'accord avec cette. Ils ne savent pas nécessairement, hein? C'est pas nécessairement volontaire. Non, mais en fait, même là, tu leur demandes puis tu les pousses un peu, puis c'est fréquent que. Ben, l'exemple que Frank a sorti ce matin est vraiment bon. Tu sais, tu as Utica qui poursuit le gouvernement pour 18 milliards. La raison pourquoi ils font ça, c'est qu'il y avait des droits d'exploitation pétroliers. Ils se sont fait retirer par le gouvernement avec la loi qui dit qu'on ne touchera plus jamais aux hydrocarbures dans le sol, et il y a compensation financière de la part du gouvernement du Québec dans cette loi-là. Québec solidaire a voté contre, non pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord de mettre fin à l'exploitation des hydrocarbures, mais parce qu'eux autres, ils voudraient qu'il n'y ait pas de compensation. Donc, tu retires un droit de propriété à une entreprise privée, et Québec solidaire, eux autres, ils aimeraient ça le faire sans compenser. C'est freak quand tu y penses. Mais la citation que tu as donnée, Vincent, c'est tout le propos d'un texte de Robert Nozick qui s'appelle Who Chose Socialism ou Qui choisirait le socialisme. Ça a été traduit en français. Il écrit ça dans les années 70, puis il prend l'exemple des kibbutz en Israël. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Ouais. Puis il explique là-dedans comment, en Israël, tu avais des genres il appelait ça les kibbutz, mais c'est des communautés où tu peux aller qui fonctionnent sur le principe du communisme, du socialisme. Rien appartient à personne. Il y a des cantines communautaires. Tu fais des dons à la communauté. On se rase pas. En tout cas, tu vis selon les préceptes du socialisme. Et il explique que même en ayant été subventionnés par l'État, ces communautés-là, il y a, je pense, au maximum de leur popularité, 10% de mémoire, je n'ai pas le texte en avant de moi, des gens qui avaient fait le choix d'aller vivre là. Et lui, il servait de cet exemple-là pour montrer que quand tu donnes le choix aux gens de volontairement adopter ce mode de vie-là, qui est le socialisme ou le communisme, c'est une minorité de gens qui vont faire ce choix-là de manière volontaire. Donc, pour être imposé sur un plan global, tu n'as pas le choix d'utiliser la coercition et la force pour le faire parce que tu n'auras jamais une majorité de gens qui vont se rallier à ce système-là, à ce mode de vie-là, ce qui explique pourquoi toutes les révolutions socialistes qu'il y a eu dans le monde se sont toujours faites avec l'aide de l'armée ou ont toujours eu une composante, je ne dirais pas dictatoriale, mais au moins très autoritaire. Parce que ça ne peut pas se faire de plein gré. Ça ne se fera jamais de plein gré parce que les quelques exemples qu'on a, quand tu permets aux gens de le choisir volontairement, c'est pas ça qu'ils veulent. Ben, écoute, je t'ai envoyé un lien. Là, c'est mon livre préféré sur les kibbutz parce que c'est écrit par un économiste, donc par quelqu'un qui est probablement capable de compter, ce qui est très rare en général. Là, je suis un peu baveux. Mais
dans la population des kibbutz, le pourcentage de gens qui restent, donc tu te dis, mettons, 10%. Bien, sur ce 10%-là, c'est quoi la population permanente des kibbutz? C'est à peine 10% du 10% qui est la population permanente. Tu as énormément de rotation dans les populations, notamment, souvent, c'est des jeunes qui viennent de manière transitoire là, pendant un moment. Et Donc, ceux-là qui sont permanents sont probablement en position de pouvoir forte dans le kibbutz. Ben, généralement, en fait, les kibbutz, vraiment, dans l'époque, même dans l'époque où ils étaient hyper subventionnés, parce qu'ils étaient subventionnés par le gouvernement d'Israël, même C'est dans quoi la période. l'idée de subventionner ça, sérieux? La raison, c'était très simplement, c'est que ça attirait certaines personnes, ça occupait le territoire, ça faisait plus de gens en Israël, et donc ça créait une certaine masse critique. C'est comme ça qu'ils ont réussi beaucoup à coloniser une partie du pays parce que ça avait un fort attractif. Là. Écoute, tu avais t'avais des Juifs qui vivaient dans certains pays européens, mais entre autres même la Russie. Puis on leur promettait une espèce de vie idyllique où tout le monde est égal, tu n'as rien besoin de posséder, puis de laisser la communauté qui te prend en charge. C'est une bonne idée, ça, de peupler ton pays en attirant tous les communistes des autres? Ben, en fait, j'ai toujours eu une hypothèse que j'ai jamais pu voir si elle a été testée, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de Juifs qui, après la Deuxième Guerre mondiale, pour des raisons absolument évidentes, étaient absolument dépossédés. Et donc, le kibbutz, dans un cas comme ça, pouvait avoir un attrait qui était inattendu normalement, parce avant les kibbutz, il y avait un autre C'était pas type nécessairement des communistes, c'est plus des gens qui sont un peu désillusionnés du système en place. Ou peut-être que c'était juste le système qui leur permettait le plus d'avoir une qualité de vie dans ce contexte-là, parce qu'ils n'avaient plus de capital, ils avaient été dépossédés de leurs biens. Donc, le kibbutz avait une sorte d'attraction, mais aussi le fait que tu es en communauté beaucoup plus. Donc, tu n'as pas le. Parce que quand tu lis les mémoires des survivants de l'Holocauste, une des choses qui est très difficile pour eux, c'est d'être en silence. Que le silence pour eux, c'est le moment que les souvenirs des gens qu'ils ont perdus reviennent à l'avant-plan. Donc, c'est particulièrement souffrant. Être en communauté, c'est comme un baume qui va sur la plaie. Donc, il y a comme une. Oui, Imagine malgré. Donc, je pense que la popularité des kibbutz a peut-être plus à faire avec quelque chose comme ça. Imagine même à ça, même quand tu mets ça, la composante religieuse, la composante de survivance, là, si on peut dire, parce que c'est clair que ça a un attrait. Là. Imagine, tu as vécu dans des pays où tu étais ostracisé, même dans certains cas, envoyé dans des camps, frôler la mort, tu as des gens dans ta famille qui sont décédés. Et puis là, on te promet une espèce de communauté idyllique où, je lis le texte de Nozick en avant de moi, on leur vendait des communautés prospères, largement respectées et encouragées, notamment par des dispositions fiscales qui offrent des possibilités hétéroclites de travail et de loisirs. Il semble honnête de dire que la raison principale qu'un Israélien peut avoir pour ne pas y vivre est tout simplement qu'il ne veut pas vivre de cette façon. Oui, mais écoute, encore, puis ça renforce le point de Nozick, les gens ne savent pas ça, mais en Israël, dans la période d'entre-guerres, il y avait un autre type d'organisation communautaire qui existait, qui c'était les Moshavim, qui étaient un peu comme des kibbutz, mais beaucoup plus free market, beaucoup plus entrepreneuriaux. Je ne vais pas aller dans les détails de l'organisation en partie parce que je m'en rappelle uniquement une fraction de ce que j'ai lu là-dessus, mais il y a un article, je vais envoyer le lien à Frank, mais les Moshavim étaient très populaires dans l'entre-guerres, alors qu'il y avait uniquement des tensions entre Juifs et Palestiniens. Mais après la guerre, lorsqu'il a commencé à avoir dans les fin des années 30 la montée des violences interraciales entre Juifs et Palestiniens, les kibbutz sont devenus de plus en plus populaires. Une des raisons, c'est que les kibbutz organisent beaucoup mieux certains biens publics produits par la communauté à cause de la gouvernance de communauté, à cause de l'emphase sur le collectivisme, notamment la défense, notamment l'organisation militaire. Donc, dans les premiers moments, par exemple, de la guerre d'indépendance d'Israël, les kibbutz jouent un rôle quand même assez important, pas crucial, mais non négligeable. Puis les kibbutz, c'était parce que le sentiment de communauté des kibbutz était tellement fort,
tellement attrayant aussi que ça pouvait organiser ça. Mais c'est quand même pas capable d'attirer tout le monde, là. De ce que je comprends ici, ça dit chacun dans les Moshavim, là, chacun des membres de la communauté du Moshav possède sa propre ferme et ses propriétés. Les travailleurs produisent des céréales et des biens grâce à un partage de travail et des ressources. Il n'est pas collectiviste, contrairement au kibbutz où tout est fait en commun, repas, travail, etc., mais organise la vie familiale classique et une exploitation individuelle des terres agricoles. Yep. C'est quand qu'on fait notre île un peu comme l'île de Ayn Rand qui était protégée par des super écrans bizarres de Atlas Shrugged. J'ai jamais compris comment ils réussissaient leur illusion là, pour camoufler le patente. J'ai une réponse pour toi. C'est un roman. Ah, puis Vincent, on sait déjà que son île déserte, c'est juste pour lui seul. Oui, solide. Ben, en fait, pour moi, puis n'importe qui que je peux embaucher pour garder les gens en dehors. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand qu'on a fait notre île libertarienne? De toute façon, ça sert. Je suis sûr que tu fais ça, puis au bout de 2 semaines, que tout le monde se chicane. Mais c'est ça que j'allais dire. Si tu vas sur Libertarian Twitter, là, puis tu cherches les libertariens sur Twitter, c'est la gang de gens avec qui tu ne veux pas te tenir. En fait, généralement, là, c'est incroyable comment, en moyenne, tu sais. Ils sont autoritaires, c'est ça qui est drôle. C'est vrai qu'ils sont autoritaires. Si tu dis, ils veulent pas se forcer. Ils veulent pas se forcer sur les autres, parce que c'est quand même assez fréquent de je veux pas te faire violence, mais mange la marde, je n'ai pas envie de gérer avec toi. Puis là, on va s'isoler. Donc, tu as généralement plus de partis politiques libertariens, de mouvements politiques libertariens que tu as de libertariens. Ouais. Le vivre et laisser vivre pour. En fait, je pense que c'est réellement contre nature de laisser les autres vivre. Je pense que c'est un effort constant de dire, écoute, c'est vraiment un cave ce qu'il fait, mais il a le droit. Ouais, mais je pense que c'est comme un peu naturel à l'humain, c'est-à-dire que, comme dans le cas de la religion, le mode de vie, puis l'idée qu'on se fait de comment devrait être organisée la vie en commun, par définition, tout le monde pense à quelque part au fond de lui que sa vision est meilleure que celle des autres. Sinon, il n'adopterait pas cette vision-là. Il n'y a aucun protestant qui se dit « Ouais, je suis protestant, là, mais au fond de moi, dans le fond, je me dis que les catholiques sont vraiment mieux que nous autres au niveau des croyances. » Mais non, sinon, ils se convertiraient au catholicisme. C'est ceux qui pensent que les gens de notre religion ont plus raison qu'eux sur la manière de voir Dieu, etc. Ils se convertissent à l'autre religion. Mais celui qui est socialiste, au fond de lui, il se dit pas genre ouais, moi je suis socialiste, mais en réalité, le vrai mode de vie, là, c'est libertarien. On a tout entendu nos mamans nous dire ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Fait que là, ça a l'air vraiment. Tous les goûts sont dans la nature. Ouais, c'est ça. Fait que ça a vraiment l'air genre moi je suis vraiment ouvert d'esprit, puis je laisse les autres vivre, tout ça. La première chose qu'ils font, t'as-tu vu Ginette, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, la seule affaire, moi, que je trouve, mettons, puis après ça, on passera sur la partie Patreon, mais la seule affaire, moi, que je trouve qui est entre guillemets supérieure dans la manière de voir plus libérale ou libertarienne, c'est que moi, dans mon idéal à moi, si des gens veulent se faire des kibbutz puis des sociétés collectivistes en marge, ils ont le droit de le faire, ça ne me dérange pas. Par contre, eux ne veulent pas que moi je vive selon mes idéaux dans leur monde. C'est ça la différence.